Pendant des siècles, nous étions sûrs d'une chose. Tous les calculs, toute la mathématique se faisaient à l'intérieur de cet univers. Il n'y avait pas d'autre endroit. Mais nous avions tort, et terriblement tort. Tout a changé lorsque la machine Sycamore de Google est entrée en scène. Elle a résolu un problème en seulement 200 secondes, alors que le superordinateur le plus puissant aurait eu besoin de 10 000 ans pour la même tâche. Car un calcul de 300 qubits exige plus de ressources que tous les atomes de l'univers observable. C'est pourquoi cette mathématique ne peut physiquement pas tenir ici. Mais ce n'est même pas le plus troublant. Cette situation mène à la question de savoir où le calcul est effectué, et la réponse transforme la science-fiction en une réalité d'ingénierie. Et si vous aussi, vous êtes curieux de découvrir cette couche cachée et terrifiante de la réalité, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous. Car ce que vous allez apprendre va ébranler votre perception de l'univers à la racine. Commençons. Nous sommes en octobre 2019. À Santa Barbara, en Californie, une machine placée dans une chambre réfrigérée a fait quelque chose qui aurait dû être impossible. Elle a résolu un problème mathématique en 200 secondes exactement. Ce chiffre seul ne signifie rien, car le vrai choc, vous l'aurez en entendant l'autre chiffre. À l'époque, faire le même calcul sur ce mythe, le superordinateur classique le plus puissant de la planète, aurait pris environ 10 000 ans. Pas 10 000 heures, pas 10 000 jours, exactement 10 000 ans. C'est une période plus longue que toute la civilisation humaine enregistrée. Plus longue même que l'intervalle entre l'invention de l'agriculture et le moment où vous entendez cette phrase. Mais, cette machine de la taille d'un lustre, refroidie à une température plus froide que le vide de l'espace, a accompli en seulement 3 minutes et 20 secondes ce que la puissance de calcul classique combinée de la planète entière n'aurait pu réussir de toute l'histoire de l'humanité. Et presque personne ne s'est arrêté pour poser la question qui devait suivre. Cette question est au cœur de cette histoire. Pas comment la machine fonctionne, nous y viendrons, ni ce qu'elle peut faire, car les conséquences sont déjà hallucinantes. La vraie question est où, car la réponse à cette question, si vous la suivez jusqu'à sa conclusion logique, ne vous mène pas à une nouvelle percée en ingénierie. Elle vous mène à la réalité elle-même, à son bord le plus extrême. Et cette réponse révèle quelque chose sur la nature de l'univers dans lequel vous vivez en ce moment. Quelque chose que la plupart des gens n'ont pas entendu avec une clarté suffisante pour en ressentir le poids. Commençons. Le nom de la machine était Sycamore. Elle a été construite par le laboratoire d'intelligence artificielle quantique de Google. Elle contenait 53 qubits. Les qubits sont l'équivalent quantique des bits binaires qui alimentent chaque ordinateur classique que vous avez jamais utilisé. Un bit classique existe dans l'un des deux états, soit un 0, soit un 1. Chaque calcul que votre téléphone effectue, chaque photo qu'il stocke, chaque message qu'il envoie, est codé comme une série de 0 et de 1. Il passe par des portes logiques à des vitesses mesurées en milliards d'opérations par seconde. Mais un qubit est différent. Un qubit peut être un 0, il peut être un 1 ou il peut être les deux à la fois. C'est ce qu'on appelle la superposition. C'est un état dans lequel le qubit détient simultanément toutes ses valeurs possibles, jusqu'au moment où il est mesuré. Qu'est-ce que la superposition ? Imaginez que vous lancez une pièce en l'air. Avant de retomber, pendant qu'elle est en l'air, elle n'est ni pile ni face. En un sens, elle porte le potentiel d'être les deux. Le qubit est comme cette pièce en rotation. Mais ce n'est pas une métaphore. Lorsqu'il est mesuré, la superposition s'effondre. Le qubit devient un 0 ou un 1. Et pourtant, lorsqu'il est en superposition, quand aucun instrument ne l'observe, quand l'univers ne lui a pas encore demandé de faire un choix, il est les deux. Physiquement, mesurablement, opérationnellement, il est les deux. C'est cette propriété qui donne leur puissance aux ordinateurs quantiques. Mais le mot « puissance » est trompeur, car il évoque généralement la vitesse. Les ordinateurs quantiques ne sont pas des versions plus rapides des ordinateurs classiques, de la même manière qu'une voiture de sport est une version plus rapide d'une berline. La différence n'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Un ordinateur classique qui résout un problème complexe procède étape par étape. Il vérifie une possibilité à la fois. Il se déplace de manière séquentielle dans l'espace des réponses potentielles pour trouver la bonne. Mais un ordinateur quantique fait quelque chose qui n'a pas d'équivalent classique. Il explore toutes les réponses possibles en même temps. Cette situation ouvre la porte au deuxième concept, le plus saisissant, la croissance exponentielle. Chaque qubit ajouté au système double le nombre d'états que la machine peut détenir simultanément.
pas seulement un qubit barre verticale, mais chaque qubit. Ainsi, barre verticale, 10 qubits peuvent contenir 1024 états simultanément, 20 qubits, plus d'1 million d'états, et 30 qubits, plus d'1 milliard. Et les 53 qubits du processeur Sycamore de Google, il peut contenir environ 9 quadrillions d'états en même temps. C'est le chiffre 9 suivi de 15 zéros. Mais c'est plus de chemins de calcul simultanés que le nombre total de cellules dans le corps de chaque être humain sur Terre. C'est à ce moment que la question « où » devient inévitable, car le chiffre que vous allez entendre maintenant change tout. Si vous construisiez un ordinateur quantique de 300 qubits, le nombre d'états qu'il pourrait contenir simultanément est de 2 à la puissance 300. Si vous essayiez d'écrire ce nombre, vous obtiendriez un nombre d'environ 90 chiffres. Ce nombre est plus grand que le nombre total d'atomes dans l'univers observable. Oui, vous avez bien entendu. Prenez chaque atome de chaque étoile de chaque galaxie jamais détectée, cartographiée ou théorisée. La machine de 300 qubits a encore plus d'espace de calcul que leur somme totale. Vous ne pouvez pas faire tenir ce calcul dans un seul univers, car il n'y a pas assez d'espace physique, pas assez de particules, pas assez de vide, rien n'est suffisant. Le calcul dépasse les ressources physiques du cosmos observable. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la simple arithmétique. Si la machine nécessite plus d'états de calcul pour les représenter qu'il n'existe de particules dans l'univers observable, alors ce calcul doit se produire quelque part qui n'est pas dans l'univers observable. Mais, voici la partie la plus étrange. La machine fonctionne, elle donne les bonnes réponses. Des réponses vérifiées, reproductibles et validées par des pairs, qui correspondent avec une précision extraordinaire aux prédictions de la théorie quantique. La machine fait quelque chose qui exige des ressources que notre univers ne contient pas, et elle le fait à chaque fois qu'elle fonctionne. Cette situation nous oblige à faire face à une vérité fondamentale. Les outils les plus puissants que nous possédons dépassent les limites de la réalité que nous pensions comprendre. D'un côté, nous avons des qubits qui peuvent revêtir plusieurs identités à la fois, grâce à la superposition. De l'autre, nous avons une puissance de calcul qui croît de façon exponentielle avec chaque augmentation du nombre de ces qubits pour finalement ne plus tenir dans l'univers lui-même. Et au milieu de tout cela, se trouve une machine qui fonctionne, qui produit des résultats corrects. Cela signifiait que le calcul se déroulait quelque part qui n'était pas à l'intérieur de l'univers observable. Et cette machine, elle avait été théorisée par la personne même qui avait prédit qu'elle ferait cela. Cette personne ne travaillait pas dans un laboratoire gouvernemental, entouré de collègues et d'équipements. Il travaillait seul, la nuit, dans sa maison à Oxford, en Angleterre. Il y vit encore aujourd'hui, et il sort encore rarement de chez lui. Son nom est David Deutsch. En 1985, soit 34 ans avant que le Sycamore de Google ne démontre la suprématie quantique, Deutsch a publié un article. Cet article est paru dans les actes de la Société royale de Londres, que presque personne ne lisait à l'époque. L'article ne proposait pas un moyen de factoriser les nombres plus rapidement. Il ne promettait pas de casser le chiffrement ou de simuler des molécules. Il posait une question qui semblait presque philosophique. En principe, existait-il une machine physique capable de simuler n'importe quel processus physique dans l'univers? Juste pas de le modéliser, pas de le calculer approximativement, de le simuler exactement, en utilisant les lois réelles de la physique comme système d'exploitation. La réponse de Deutsch était claire, mais elle était aussi dévastatrice, car un ordinateur classique ne pouvait pas le faire, pas parce qu'il était trop lent, pas parce que nous n'avions pas construit un ordinateur assez grand, car un ordinateur classique fonctionne à l'intérieur d'une seule réalité physique. Par conséquent, cette seule réalité ne contient pas assez de ressources pour contenir le calcul effectué par un ordinateur quantique. Alors, où se déroulait ce calcul supplémentaire? La réponse de Deutsch, écrite explicitement dans cet article de 1985, était que les calculs se déroulaient simultanément dans plusieurs versions de la réalité. Ce n'était pas une métaphore, c'était un mécanisme physique. Selon Deutsch, l'ordinateur quantique était le premier appareil de l'histoire de l'humanité dont le fonctionnement nécessitait l'existence de mondes parallèles. Les mondes parallèles. Cette expression sonne comme de la science-fiction, comme si elle appartenait à un film, pas à une revue de physique. Mais Deutsch n'écrivait pas de la science-fiction, il faisait de la physique rigoureuse, évaluée par des pairs, formulée mathématiquement. Et l'architecture théorique qu'il a décrite dans cet article est devenue le fondement
sur lequel chaque ordinateur quantique jamais construit a été bâti. Il n'a pas seulement suggéré que des mondes parallèles pourraient exister. Il a montré que si la mécanique quantique est correcte, ce que 60 ans de preuves expérimentales confirment, alors la seule explication cohérente de l'endroit où se déroule le calcul quantique est la présence de multiples instances de la réalité, fonctionnant et interagissant simultanément par un processus appelé interférence quantique. Mais cette idée de monde multiple n'appartenait pas réellement à Deutsch. Elle appartenait à un homme qui est mort sans jamais savoir que sa mathématique deviendrait la base d'une technologie d'1 billion de dollars. Son nom était Hugh Everett III. Il était étudiant diplômé en 1957 lorsqu'il a présenté sa thèse de doctorat à l'université de Princeton. Mais sa thèse suggérait que lorsqu'un système quantique est mesuré et s'effondre d'une superposition de multiples états à un seul résultat, cet effondrement ne se produit pas réellement. Tous les résultats se produisent. La réalité se ramifie. Chaque résultat possible a lieu dans sa propre version de l'univers. Le chat est vivant dans une branche, mort dans une autre, et les deux branches sont également réelles. Il n'y a pas d'effondrement. Il n'y a que la prolifération. À l'époque, la voix la plus puissante du domaine, Niels Bohr, l'architecte de l'interprétation de Copenhague et le physicien qui a dominé la mécanique quantique pendant des décennies, a rejeté l'idée d'Everett, et la communauté scientifique a suivi Bohr. La thèse d'Everett a été acceptée, mais son interprétation a été considérée au mieux comme une curiosité, au pire comme une source d'embarras. Il a donc quitté la physique académique immédiatement après avoir obtenu son diplôme. Il est allé travailler pour le Pentagone, faisant de la modélisation mathématique pour les stratégies de ciblage des armes nucléaires. Il a calculé les taux de mortalité dus aux retombées radioactives. Il a conseillé les administrations Eisenhower et Kennedy sur les systèmes de déploiement de la bombe à hydrogène. Il buvait excessivement, il fumait constamment, il connaissait à peine ses enfants. En 1982, à l'âge de 51 ans, il est mort d'une crise cardiaque dans son lit. Son fils Mark, qu'il a trouvé, deviendrait plus tard le chanteur d'un groupe de rock appelé Eels. Mark a déclaré publiquement qu'il croyait avoir touché son père pour la première fois à ce moment-là. À sa propre demande, la dépouille d'Everett a été incinérée et ses cendres ont été jetées à la poubelle, car selon l'interprétation des mondes multiples, ce qui arrive à une configuration physique particulière n'a pas d'importance. Quelque part, dans une branche, il était encore en vie. Sa fille Elisabeth s'est suicidée en 1996. Dans son sac à main se trouvait une note disant qu'elle partait rejoindre son père dans un autre univers. Donc cette interprétation des mondes multiples, rejetée par Bohr en 1957, est maintenant considérée, selon la personne à qui vous demandez, comme le principal cadre théorique pour comprendre pourquoi les ordinateurs quantiques fonctionnent. Réfléchissez à ce que cela signifie. Nous avons construit une machine qui fonctionne en puisant dans des versions parallèles de la réalité, en extrayant des ressources de calcul de lieux que nous ne pouvons pas observer, visiter ou photographier. La machine ne se soucie pas de savoir si vous croyez ou non aux univers parallèles. Elle fonctionne simplement. Elle donne des réponses. Et ces réponses sont correctes. IBM a contesté l'affirmation de Google selon laquelle leur estimation de 10 000 ans était correcte. Ils ont soutenu qu'avec le bon algorithme classique et suffisamment d'espace de stockage sur disque, les superordinateurs Summit pourraient faire le même calcul en 2,5 jours. Google a accepté cette révision, mais la différence entre 2,5 jours et 200 secondes est toujours un facteur de plus de 1000. Et le problème que Sycamore a résolu était spécifiquement conçu pour être facile pour une machine quantique et difficile pour une machine classique. À mesure que le matériel quantique s'améliore et que les problèmes deviennent plus généraux, ce facteur ne diminue pas. Il croît de façon exponentielle. Chaque qubit supplémentaire double l'espace de calcul. Chaque doublement élargit l'écart. Cette courbe ne s'aplatit pas d'elle-même. Car nous ne sommes qu'au début d'une trajectoire exponentielle dont nous ne pouvons pas voir la fin de là où nous nous tenons. En décembre 2023, IBM a dévoilé un processeur de 1121 qubits appelé Condor. En 2019, le Sycamore de Google avait 53 qubits. En seulement 4 ans, le nombre de qubits dans un processeur de pointe a augmenté de plus de 20 fois. Ce taux de croissance dépasse les prévisions de la plupart des chercheurs en informatique quantique en 2015. Mais la vraie question est la suivante. Nous avons compris ces concepts. La superposition, la croissance exponentielle et la théorie des mondes multiples qui rend tout cela possible.
Mais comment cette machine, exactement, exploite-t-elle les ressources de ces mondes parallèles? Comment extrait-elle les réponses? Car le mécanisme lui-même contient peut-être l'idée la plus troublante et la plus belle de toute cette histoire. Et maintenant, le vrai choc arrive. Car pour comprendre ce mécanisme, nous devons nous plonger dans les découvertes les plus étranges, les plus dérangeantes de la physique. Des vérités qui défient notre intuition, qui brisent notre bon sens. Mais ce sont elles qui constituent le fondement de cette machine appelée ordinateur quantique. Et tout a commencé avec un homme qui essayait de détruire la mécanique quantique. Son nom est Erwin Schrödinger. Nous sommes en 1935 et il n'essayait pas de contribuer à la théorie quantique. Il essayait de la démolir complètement. La théorie, depuis plus d'une décennie, produisait des résultats qui correspondaient aux expériences avec une précision extraordinaire. Elle prédisait le comportement des atomes. Elle expliquait les spectres de lumière émis par les gaz chauffés. Elle prouvait la stabilité des molécules, la conductivité des métaux. Chaque test la confirmait. Mais Schrödinger trouvait l'une des affirmations centrales de la théorie philosophiquement insupportable. L'affirmation était la suivante: une particule n'a pas d'état défini jusqu'à ce que quelqu'un la mesure. Avant la mesure, elle existe dans une superposition de tous ces états possibles, c'est-à-dire dans tous en même temps. Schrödinger a donc conçu une expérience de pensée pour montrer à quel point cette affirmation était absurde. Il a enfermé un chat dans une boîte en acier. À l'intérieur de la boîte, il y avait une infime quantité de matière radioactive. Si en 1 heure, un seul atome se désintégrait, un détecteur déclencherait un mécanisme qui briserait une fiole de poison et tuerait le chat. Mais si aucun atome ne se désintégrait, le chat vivrait. La mécanique quantique disait que l'atome radioactif existait dans une superposition de désintégrés et non désintégrés, jusqu'à ce qu'il soit observé. Par conséquent, a soutenu Schrödinger, le chat devait également être à la fois vivant et mort en même temps, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte. Il a appelé cela une absurdité, car il l'avait conçu comme un argument logique montrant qu'une prémisse menait à une conclusion si irrationnelle que la prémisse elle-même devait être fausse. Il disait à ses collègues: « Regardez ce que votre théorie implique. Un chat à la fois vivant et mort. Vous devez voir que quelque chose ne va pas ici. » La communauté de la physique a pris cet argument. Elle y a réfléchi attentivement, et elle a fait la seule chose que Schrödinger n'avait jamais attendue. Ils ont gardé la théorie, pas parce qu'ils pensaient que des chats vivants et morts avaient du sens, mais parce que chaque expérience qu'ils faisaient, chaque mesure qu'ils prenaient, chaque prédiction qu'ils testaient, confirmait que la mécanique quantique était correcte. Ainsi, l'argument du chat conçu comme un outil de démolition est devenu à la place l'illustration la plus célèbre de ce qu'il était censé détruire. Mais le vrai choc de cette histoire n'est pas là. Le vrai choc est que cette idée de chat vivant et mort n'est pas une métaphore. C'est précisément le principe de fonctionnement de chaque ordinateur quantique jamais construit. Un qubit fonctionne comme l'atome dans la boîte de Schrödinger. Ce n'est pas un 0, ce n'est pas un 1. C'est les deux en même temps, jusqu'au moment où vous le mesurez. Et pendant qu'il est dans cet état, les deux, quand la boîte est fermée, quand aucun instrument n'a regardé à l'intérieur, il effectue des calculs sur toutes ces valeurs possibles simultanément. C'est la source de la puissance de calcul dont nous avons parlé dans la première partie. Pas la vitesse, pas la force brute, la capacité d'exister dans plusieurs états à la fois et d'effectuer des calculs dans tous ces états avant de s'effondrer en une seule réponse lorsqu'une mesure est effectuée. Mais cela soulève immédiatement une autre question. Si un qubit est vraiment dans les deux états en même temps, que fait-il entre les mesures, quand aucun instrument ne l'observe, quand la boîte est fermée, quand l'univers n'a pas encore exigé une réponse définitive? Que se passe-t-il dans cet intervalle entre la question et le résultat? Se passe-t-il quelque chose de réel dans cet intervalle? Ou est-ce une fiction mathématique pratique qui produit les bonnes réponses sans correspondre à aucun processus physique? La réponse à laquelle la physique est parvenue au cours des 40 dernières années est troublante d'une manière que la plupart des récits populaires de la mécanique quantique ne parviennent pas à transmettre. La réponse est: cet intervalle est réel. Le calcul qui se produit entre les mesures se produit physiquement. Et la raison pour laquelle il nous est caché, la raison pour laquelle nous ne voyons pas de chat vivant et mort, la raison pour laquelle le monde qui nous entoure semble stable, défini et classique, n'est pas parce que la superposition est une astuce mathématique. C'est à cause d'un processus appelé décohérence.
Et la décohérence n'élimine pas les autres possibilités. Elle ne fait que les cacher. Wojciech Zurek, un physicien du laboratoire national de Los Alamos, a consacré sa carrière à préciser ce point. Son travail offre la réponse la plus claire et la plus physiquement rigoureuse à la question de savoir pourquoi le monde semble classique, alors que la mécanique quantique dit qu'il ne devrait pas l'être. Voici l'essentiel. Un système quantique reste en superposition tant qu'il reste complètement isolé de tout ce qui l'entoure. Dès qu'il interagit avec une seule particule de l'environnement extérieur, la superposition commence à se dissoudre, car des informations sur le système se sont échappées dans le monde environnant. Pensez à votre tasse de café. C'est aussi un système quantique. En principe, votre tasse de café peut exister dans une superposition d'être à la fois sur la table et sur le sol. Mais elle interagit en permanence avec des milliards de particules chaque seconde. Des molécules d'air heurtent sa surface. Des photons des lumières de la pièce la frappent. Chaque interaction emporte un minuscule morceau d'information quantique. Et dès que cette information s'échappe, la superposition disparaît. L'état quantique de la tasse de café subit une décohérence. Elle choisit une position définie. Elle devient classique. Pour votre tasse de café, ce processus se produit en environ 1/1 trillionnième de seconde. C'est pourquoi vous n'avez jamais vu une tasse de café à 2 endroits à la fois. Mais cela ne signifie pas que la mécanique quantique ne s'applique pas aux tasses de café. Cela signifie simplement que la décohérence détruit la superposition si rapidement qu'il semble qu'elle n'ait jamais existé. Cela nous ramène directement aux ordinateurs quantiques et à la question que nous posons depuis le début. Pour maintenir un qubit en superposition assez longtemps pour effectuer un calcul avec lui, vous devez l'isoler parfaitement de tout. Aucun photon parasite ne peut le toucher. Aucune vibration ne peut l'atteindre. C'est pourquoi les machines construites par des entreprises comme Google et IBM sont refroidies à des températures plus froides que le vide de l'espace profond, à environ 15 millikelvins, soit 15 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. À cette température, presque tout mouvement thermique cesse. Et dans ce silence, les qubits maintiennent leur superposition assez longtemps pour effectuer des calculs qu'aucun ordinateur classique ne peut égaler. Tout le défi d'ingénierie de l'informatique quantique se résume à une seule phrase: garder le calcul caché de l'univers assez longtemps pour obtenir une réponse. Mais cela rend l'ensemble du système encore plus étrange. Car tous ces phénomènes apparemment impossibles, un chat à la fois vivant et mort, une réalité indéfinie jusqu'à ce qu'elle soit mesurée, et un mur de décohérence qui nous cache cette réalité, pointent tous vers une seule chose. Le calcul se déroule dans un endroit complètement isolé de notre réalité. Alors, que se passe-t-il exactement derrière ce mur, derrière ce rideau, dans cet espace que nous ne pouvons pas voir? Quelle forme prend ce calcul? Car ce qui se passe dans cet espace a des significations complètement différentes selon les interprétations. Et cela nous ramène à l'argument des mondes parallèles de Deutsch. Le calcul se produit lorsque les qubits sont en superposition, c'est-à-dire isolés. C'est-à-dire quand aucun instrument dans notre univers ne les observe. Les réponses qui émergent lorsque nous mesurons finalement les qubits proviennent d'un processus qui s'est déroulé derrière un mur d'isolement total, dans un domaine où les règles de la réalité classique ne s'appliquent plus ou pas. Un lieu où les qubits existent, dans tous leurs états possibles simultanément, et effectuent des calculs dans tous. Lorsque nous mesurons le résultat, nous obtenons une seule réponse. Mais le processus qui a produit cette réponse impliquait un nombre de chemins de calcul simultanés qui dépassait le nombre d'atomes dans l'univers observable. Si vous adoptez l'interprétation de Copenhague, la vue traditionnelle de la mécanique quantique, ces autres chemins de calcul disparaissent simplement lorsque la mesure est effectuée. C'étaient des probabilités, et l'acte de mesure a choisi un résultat et a jeté le reste. Mais cette interprétation a un problème. Elle n'explique pas où le travail de calcul a été fait. Elle ne tient pas compte des ressources. Si la machine a exploré plus de chemins que d'atomes dans l'univers, et que la réponse qu'elle a renvoyée est probablement correcte, alors quelque chose a fait cette exploration. Quelque chose a effectué ce travail. Et si notre univers n'a pas assez de place pour contenir ce travail, alors soit ce travail se produit ailleurs, soit la machine ne devrait pas fonctionner. Mais la machine fonctionne. C'est là que l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett entre en jeu. Selon cette interprétation, les autres chemins de calcul ne disparaissent pas. Ils continuent d'exister dans d'autres branches de la réalité.
la mesure n'effondre pas la superposition. Elle intrique l'observateur avec une branche particulière. Dans toutes les autres branches, d'autres versions de mesure sont effectuées dans d'autres versions de laboratoire, observées par d'autres versions de chercheurs, produisant d'autres réponses. La décohérence est le processus par lequel ces branches deviennent invisibles les unes aux autres. Le mur se dresse, les branches se séparent. Chaque observateur voit un résultat unique, défini, classique. Mais les autres branches sont toujours là, toujours réelles, et elles portent toujours le travail de calcul qui a produit la réponse. C'est le choix auquel l'informatique quantique nous force. Soit la machine fonctionne par magie, effectuant des calculs avec des ressources inexistantes, soit la machine fonctionne par physique, utilisant des ressources dans des endroits que nous ne pouvons pas observer directement, mais dont la réalité était confirmée chaque fois que la machine renvoie une réponse correcte. Il n'y a pas de juste milieu confortable. Il n'y a pas d'interprétation qui élimine le travail de calcul sans arrêter le fonctionnement de la machine. Mais la machine fonctionne, les ressources dépassent notre univers. La question « où » ne reste ouverte que si vous êtes prêt à la laisser ouverte. Si vous suivez la physique jusqu'à sa conclusion, la réponse est la même que celle que Deutsch a donnée en 1985 et qu'Everett a proposée en 1957. Le calcul se produit dans des branches de la réalité que nous ne pouvons pas voir, où la décohérence a érigé un mur entre nous. Ce mur n'est pas fait de matière ou d'énergie. Il est fait d'informations qui s'échappent. C'est un mur que les ingénieurs quantiques dépensent des milliards de dollars chaque année pour maintenir. Car dès que le mur tombe, le calcul se termine et l'avantage quantique est perdu. Nous construisons des machines dont les opérations les plus puissantes se déroulent derrière un mur qui sépare notre branche de la réalité des branches qui font le travail. Nous cachons intentionnellement nos calculs les plus importants de l'univers observable. Et la décohérence, la chose même qui rend ce mur nécessaire, le processus par lequel l'information quantique s'échappe dans l'environnement et les superpositions s'effondrent, est précisément le même processus qui fait que le monde vous semble classique, solide et défini en ce moment même. Et la raison pour laquelle vous voyez un seul monde au lieu d'un multivers est la même raison pour laquelle un ordinateur quantique doit être plus froid que l'espace, la décohérence, le mur entre les mondes. Schrödinger voulait montrer que la mécanique quantique était défectueuse, mais ce qu'il a montré à la place, c'est que le monde n'est pas ce qu'il semble être. Le chat n'est pas un paradoxe. Le chat est une description de ce que fait la réalité quand personne ne regarde. Et les machines que nous avons construites prouvent que ce que fait la réalité quand personne ne regarde est beaucoup plus vaste, plus structuré et plus réel que quiconque aurait pu l'imaginer en 1935. La question n'est plus de savoir si les autres branches existent. La vraie question est, que se passe-t-il d'autre dans ces branches que nous n'avons pas encore appris à détecter? Avant que tout cela ne soit construit, avant les chambres réfrigérées et les circuits supraconducteurs, quelqu'un devait expliquer le comment. Mais nous avons compris ces concepts, les mondes parallèles, le mur de décohérence et le chat vivant mort. Alors, comment cette machine, au milieu de toute cette étrangeté, utilise-t-elle exactement ces ressources? Comment élimine-t-elle des milliards de fausses réponses pour arriver à la seule bonne? Car le mécanisme lui-même contient peut-être l'idée la plus bouleversante, la plus fondamentale et la plus belle de toute cette histoire. Et cette idée est devenue de l'un des plus grands noms de la physique. Alors, comment ce mécanisme fonctionne-t-il exactement? Comment cette machine parvient-elle à prendre un problème avec plus de réponses possibles que d'atomes dans l'univers observable et à renvoyer un seul résultat correct? L'argument numérique dit que les ressources existent quelque part au-delà de notre univers. L'interprétation des mondes multiples dit que ces ressources vivent dans des branches parallèles de la réalité. Mais rien de tout cela ne dit comment la machine les utilise. Comment atteint-elle ces branches et revient-elle avec une réponse? Comment trouve-t-elle la bonne parmi un nombre incompréhensible de possibilités? La réponse à cette question est venue de Richard Feynman. Et pour moi, c'est l'idée la plus belle et en même temps la plus troublante de toute cette histoire. Car cette idée montre que la machine ne fait pas que calculer, elle effectue une sorte de tri physique. En 1982, Feynman a donné une conférence à la conférence du MIT sur la physique du calcul. Cette conférence serait plus tard publiée dans le Journal international de physique théorique. Feynman n'était pas un informaticien, c'était un physicien. Jeune homme,
Il avait travaillé sur le projet Manhattan. Il avait révolutionné l'électrodynamique quantique, la théorie qui explique comment la lumière et la matière interagissent. Pour cela, il avait reçu le prix Nobel de physique en 1965. Et dans ce discours de 1982, il a fait une observation qui semblait simple, mais qui contenait toute une révolution. Feynman a noté que les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler efficacement les systèmes quantiques. Pas parce qu'ils sont trop lents, mais parce que le problème croît de manière exponentielle avec le nombre de particules. Pour simuler un électron, vous devez suivre 2 états possibles. Pour simuler 2 électrons, 4. Pour 10 électrons, 1024. Pour 20 électrons, plus d'1 million. Pour 30 électrons, plus d'1 milliard. Et pour 100 électrons, le nombre d'états que vous devez suivre dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Les ordinateurs classiques ne peuvent pas le faire, pas à cause de limitations d'ingénierie, mais parce que la structure du calcul classique ne correspond pas à la structure de la réalité quantique. Vous ne pouvez pas simuler un monde quantique avec une machine classique plus efficacement que vous ne pouvez décrire une symphonie en lisant les notes une par une. La proposition de Feynman était élégante et radicale. Si vous voulez simuler la physique quantique, construisez une machine qui fonctionne avec la physique quantique. Mais le véritable mécanisme intégré dans cette proposition était la clé qui a tout changé. Ce mécanisme s'appelle l'interférence. Pensez à 2 vagues à la surface de l'eau se déplaçant l'une vers l'autre. Lorsque la crête d'une vague rencontre la crête de l'autre, elles se combinent et créent une crête plus haute. Lorsqu'un creux rencontre un creux, le résultat est un creux plus profond. Mais, lorsqu'une crête rencontre un creux, il s'annule. L'eau devient plate. Les vagues ne disparaissent pas. Elles ne cessent pas d'exister. Elles se détruisent mutuellement par l'alignement précis de leurs phases opposées. C'est l'interférence. Cela se produit avec les vagues de l'eau, cela se produit avec les ondes sonores, cela se produit avec la lumière, et cela se produit avec les probabilités quantiques. Un ordinateur quantique est conçu de telle manière que tous les chemins de calcul menant à de fausses réponses s'annulent les uns les autres, comme une crête et un creux se rencontrant à la surface de l'eau, et que tous les chemins menant à la bonne réponse se renforcent mutuellement, comme 2 crêtes se combinant pour former une crête plus grande. La machine n'essaie pas chaque réponse possible pour vérifier laquelle c'est correcte. Elle ne cherche pas dans une liste. Elle ne devine pas. Elle est structurée au niveau de sa conception physique, de telle sorte que les fausses réponses se détruisent par interférence avant la fin du calcul. Mais la seule réponse qui émerge à la fin, celle que la machine produit lorsque vous mesurez les qubits, n'est pas une supposition chanceuse. C'est la survivante. C'est la dernière chose qui reste debout après que tout ce qui était faux a été systématiquement éliminé par la physique même du calcul. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à cette idée. La machine ne choisit pas la bonne réponse. Elle crée les conditions dans lesquelles les fausses réponses ne peuvent pas exister. Les fausses réponses s'annulent mutuellement. Elles s'éliminent. Elles se retirent de la réalité par le processus mécanique quantique appelé interférence destructive. Et la bonne réponse émerge, non pas parce que quelqu'un l'a choisie, mais parce que c'est le seul chemin qui a survécu à la physique du calcul elle-même. Ce n'est pas une métaphore, c'est le principe de fonctionnement exact de chaque algorithme quantique jamais conçu. Feynman a vu cette possibilité en 1982. 3 ans plus tard, Deutsch l'a formalisé. Et dans les décennies qui ont suivi, une série d'algorithmes a été développée qui utilisent l'interférence de manière de plus en plus puissante. Le plus célèbre d'entre eux a été publié en 1994 par un mathématicien nommé Peter Shor. Shor a écrit un algorithme, une série d'instructions qu'un ordinateur quantique pouvait suivre. Cet algorithme pouvait décomposer n'importe quel grand nombre en nombres premiers, qui avaient été multipliés pour le créer. En surface, cela ressemble à un exercice mathématique abstrait, sans rapport avec quoi que ce soit d'important dans la vie de tous les jours. Mais, le lien devient apparent dès que vous comprenez comment le monde moderne garde ses secrets. Presque tout le chiffrement qui sécurise Internet, qui sépare votre compte bancaire des autres, qui protège les communications privées, qui protège l'infrastructure des gouvernements, des armées, des hôpitaux et des réseaux électriques, repose sur une seule hypothèse. L'hypothèse est la suivante. Il est facile de multiplier 2 grands nombres premiers, mais il est pratiquement impossible de remonter du résultat pour trouver ces nombres premiers d'origine.
Un ordinateur classique essayant de factoriser un nombre de quelques centaines de chiffres aurait besoin d'un temps plus long que l'âge de l'univers. Toute l'architecture de la sécurité numérique repose sur cette asymétrie de calcul. Facile dans un sens, impossible dans l'autre. L'algorithme de Shor élimine cette asymétrie. Un ordinateur quantique suffisamment puissant, exécutant l'algorithme de Shor, pourrait factoriser ces grands nombres non pas en milliers ou millions d'années, mais en heures, voire en minutes. 2 ans après Shor, en 1996, un chercheur nommé Love Grover a publié un deuxième algorithme qui abordait quelque chose de plus général que la factorisation des nombres. L'algorithme de Grover abordait la recherche. Imaginez une liste non triée contenant 1 milliard d'éléments, et vous recherchez une entrée spécifique. Un ordinateur classique doit vérifier les éléments un par un. En moyenne, il trouvera la cible après avoir vérifié la moitié de la liste. Cela fait 500 millions de vérifications. Mais l'algorithme de Grover trouve cet élément en environ la racine carrée d'1 milliard de vérifications, soit environ 31 600 vérifications. Pas parce qu'il se déplace plus rapidement dans la liste, mais parce qu'il utilise le même mécanisme que Feynman a décrit, l'interférence quantique, pour amplifier la probabilité de la bonne réponse et supprimer simultanément la probabilité de chaque mauvaise réponse. Chaque mauvais élément de la liste s'annule. L'élément correct se renforce. La machine ne cherche pas. Elle crée les conditions dans lesquelles tout ce qui n'est pas la réponse devient invisible. La symétrie créée par Grover n'est pas aussi spectaculaire que celle de Shor. Au lieu de rendre le temps gérable à partir d'un temps exponentiel, elle offre une accélération qui améliore l'efficacité de manière quadratique. Mais elle est universellement applicable. Tout problème de recherche, toute base de données, toute collection de données avec une structure cachée attendant d'être trouvée. L'algorithme de Grover accélère la découverte de cette structure d'une manière qui n'est pas liée à une meilleure ingénierie. C'est lié à la physique fondamentale. Ainsi, lorsque nous regardons l'image complète qui s'est assemblée au cours de ces 3 parties, nous avons une image incroyable. Nous avons une machine qui utilise des ressources d'au-delà de l'univers observable. Elle tire sa puissance de branches de réalité parallèles que la décohérence cache à notre perception quotidienne. Elle fonctionne en créant des conditions où les fausses réponses se détruisent par interférence quantique, ne laissant que le résultat correct. Mais, à la base de tous ces mécanismes, de l'interférence, de l'algorithme de Shor et de Grover, se trouve une question beaucoup plus profonde. Cette question ne concerne pas la physique, les mathématiques ou l'ingénierie. C'est une question sur l'information elle-même. C'est une question sur ce qu'est l'information. Car ces machines ne font pas que calculer. Elles touchent à la substance la plus fondamentale qui sous-tend la réalité. Cette substance que John Wheeler a passé 60 ans de sa vie à essayer de nommer. Et cette substance s'appelle, et cette substance, bien qu'elle sonne comme une énigme, a en fait été conçue comme une déclaration physique précise. John Archibald Wheeler l'a appelée It from Bit. Chaque It. On a écrit Wheeler, chaque particule, chaque champ de force, même le continuum espace-temps lui-même, tire sa fonction, sa signification, son existence entièrement, même si dans certains contextes indirectement, de réponses à des questions oui-non, des choix binaires, des bits. C'est une déclaration de Wheeler disant que toutes les choses physiques sont, à leur origine, informations théoriques, et que c'est un univers participatif. Il faut s'arrêter lentement sur cette phrase, car Wheeler ne dit pas que l'information est utile pour décrire l'univers. Il ne dit pas non plus que la physique peut être exprimée en termes d'information. Il dit que l'univers est fait d'informations. Il affirme que la matière, l'énergie, l'espace-temps, le monde physique tout entier émergent de quelque chose de plus fondamental. Et cette chose fondamentale n'est pas une particule, pas une onde, pas une corde ou un champ. C'est une réponse, un oui ou un non, un bit. C'est une idée étrange sur laquelle il faut vraiment s'attarder car elle inverse l'intuition que la plupart d'entre nous portent sans jamais la remettre en question. Nous pensons généralement à la réalité comme au sol solide et à l'information comme à quelque chose que nous en extrayons. Nous voyons les atomes comme primaires et les descriptions des atomes comme secondaires. Le rocher vient en premier, la mesure du rocher vient après. Mais Wheeler dit que la mesure vient en premier, le rocher vient après. L'information est primaire. Le monde physique est ce qui émerge lorsqu'un nombre suffisant de bits s'accumule dans la bonne configuration. Par conséquent,
Si l'univers est fait d'informations, alors un appareil qui traite l'information au niveau physique le plus fondamental ne modélise pas la réalité. Il ne simule pas la réalité. Il opère sur le substrat même à partir duquel la réalité est construite. Chaque calcul effectué par un ordinateur quantique est une intervention dans le tissu informationnel de l'univers lui-même. Ce n'est pas une description poétique. Si Wheeler a raison, c'est une description littéralement vraie, car l'ordinateur quantique n'est pas un outil qui fonctionne à l'intérieur de la réalité. C'est un outil qui fonctionne sur la réalité. Et il y a une preuve expérimentale qui soutient directement cette image. En 1961, un physicien d'IBM Research nommé Ralph Landauer a publié un article affirmant que l'information n'est pas abstraite, elle est physique. Et il avait un moyen spécifique et mesurable de le montrer. Lorsque vous effacez un seul bit d'information, c'est-à-dire que vous réinitialisez un système qui contenait un 1 ou un 0 à un état connu, vous libérez de la chaleur, pas métaphoriquement, littéralement. Une quantité infime mais mesurable et théoriquement inévitable d'énergie thermique est libérée dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle le principe de Landauer. L'acte d'effacer de l'information est physiquement irréversible. Et cette irréversibilité a un coût thermodynamique qui ne peut être surmonté ou contourné par une meilleure ingénierie. L'effacement de l'information produit de la chaleur de la même manière que la friction produit de la chaleur. C'est une loi. Pendant des décennies, le principe de Landauer est resté une prédiction théorique sans confirmation expérimentale directe, car la quantité de chaleur libérée par l'effacement d'un seul bit est extraordinairement petite. À température ambiante, elle est de l'ordre de 3 × 10 puissance moins 21 joules. La mesurer nécessite des instruments d'une précision presque inconcevable. Mais, en 2012, une équipe dirigée par le physicien Eric Lutz a construit une expérience suffisamment sensible pour le faire. Ils ont piégé une seule particule microscopique dans un puits créé par des faisceaux laser focalisés, l'ont manipulé pour effacer un bit d'information et ont mesuré la chaleur libérée. Le résultat correspondait à la formule de Landauer. L'information a un poids, l'information a une température, l'information a un coût physique intégré dans les lois de la thermodynamique. Effacer une vérité sur l'univers libère de l'énergie dans l'univers. Mais, il y a un autre fil qui relie l'univers informationnel de Wheeler à l'informatique quantique, et c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu, en dehors des séminaires de physique théorique avancée. Il s'appelle le principe holographique. Et il suggère que la relation de l'information avec le monde physique est encore plus étrange que Wheeler ne l'avait imaginé. Dans les années 1990, deux physiciens, Gerard 't Hooft et Leonard Susskind, travaillant indépendamment, sont parvenus à une conclusion qui semblait au début ne pouvoir être que métaphorique. Mais c'était littéralement vrai. Le principe holographique stipule que la quantité maximale d'informations pouvant être contenue dans n'importe quelle région de l'espace n'est pas déterminée par le volume de cette région, mais par son aire de surface, pas l'intérieur, la frontière. On s'attendrait à ce que doubler le volume d'une boîte double également l'information qu'elle peut contenir. Plus d'espace, plus de place pour les particules, plus d'informations. Mais le principe holographique dit non. La capacité d'information ne s'échelle pas avec le volume, mais avec l'aire de surface. Toutes les informations qui décrivent tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une région donnée de l'espace sont entièrement codées sur la surface bidimensionnelle qui l'entoure. L'intérieur n'est pas la chose principale. La frontière est sur la chose principale. Cela n'a pas été dérivé de la philosophie. Ce n'était pas une expérience de pensée. Cela a été calculé à partir de la physique des trous noirs. Lorsque la matière tombe dans un trou noir, l'information qu'elle transporte n'est pas perdue à l'intérieur. Elle est codée sur l'horizon des événements, la surface bidimensionnelle qui marque la frontière du trou noir. La quantité d'informations qu'un trou noir peut contenir est proportionnelle à la surface de son horizon des événements, pas au volume à l'intérieur. 't Hooft et Susskind ont généralisé ce résultat et ont suggéré que le même principe s'applique non seulement au trou noir, mais à n'importe quelle région de l'espace. Le monde tridimensionnel à l'intérieur de n'importe quel volume est entièrement décrit par des informations codées sur sa frontière bidimensionnelle. Par conséquent, l'espace tel que nous l'expérimentons pourrait être une sorte de projection, pas une illusion, mais plutôt quelque chose comme un objet dérivé qui émerge d'une couche d'informations plus fondamentale codée ailleurs. Ce qui signifie, lorsqu'un ordinateur quantique traite l'information au niveau physique le plus fondamental, il pourrait opérer sur une couche de réalité plus fondamentale que l'espace lui-même. Pas à l'intérieur de l'espace, mais en dessous.
Le calcul ne se produit pas dans un lieu. Il se produit au niveau où les lieux émergent. Et lorsque nous assemblons ces mécanismes, le fait que l'information est physique, l'idée que l'univers est un calcul, et le principe que toute cette information est codée holographiquement sur les frontières, l'image qui en ressort est vertigineuse. L'ordinateur quantique n'est pas seulement une calculatrice plus rapide, c'est une machine qui participe au processus fondamental par lequel la réalité elle-même est assemblée, le processus par lequel les hits, le monde physique, émergent de réponses oui-non, de bits. Mais, ce qui est vraiment excitant, c'est qu'à mesure que ces machines grandissent et que leur capacité augmente, notre intervention dans ce processus fondamental augmente également. Et les conséquences de cette intervention, le point culminant de cette puissance, nous amènent à la partie la plus dramatique, la plus concrète et peut-être la plus inquiétante de notre histoire. Car cette technologie n'est plus seulement une possibilité théorique, elle frappe maintenant à notre porte. Et ce qu'elle apporte n'est pas seulement une révolution scientifique, c'est aussi une bombe à retardement qui menace tout ce qui soutient le monde moderne. Et maintenant, la véritable bombe à retardement arrive. Car cette technologie n'est plus seulement une possibilité théorique, ce n'est plus seulement une curiosité testée dans les laboratoires. Elle s'infiltre dans le monde réel, nous accélérons. Le tempo est au maximum, car cette section est le point culminant de toute l'histoire. C'est le moment où les ordinateurs quantiques révèlent des conséquences non seulement philosophiques, mais aussi extrêmement concrètes, tangibles et capables de secouer notre civilisation à ses fondations. C'est là que la théorie s'arrête et que la réalité commence. Et ce qu'elle apporte n'est pas seulement une révolution scientifique. C'est aussi un compte à rebours qui menace tout ce qui soutient le monde moderne. Tout a commencé par un signal silencieux. Pas un communiqué de presse, pas un titre de journal, juste une agence gouvernementale qui a passé 8 ans et des ressources considérables à résoudre un problème qui n'existait pas encore officiellement. En 2016, le National Institute of Standards and Technology, le NIST, aux États-Unis, a lancé un concours. Ils ont invité des mathématiciens et des cryptographes du monde entier à soumettre de nouveaux algorithmes de chiffrement. Pas de meilleure version de ceux existants, des algorithmes fondamentalement différents. Des algorithmes basés sur des problèmes mathématiques qu'un ordinateur quantique exécutant l'algorithme de Shor ne pourrait pas casser. 82 équipes de 25 pays ont soumis des propositions. Le concours a duré 8 ans. Les normes finales ont été publiées le 13 août 2024. Réfléchissez à ce que cette série d'événements signifie réellement. Une agence gouvernementale ne passe pas 8 ans à résoudre un problème hypothétique. Elle ne coordonne pas 82 équipes internationales. Elle ne publie pas de normes contraignantes pour une menace qui n'existe qu'en théorie. Par conséquent, le message implicite dans la structure même de ce concours est le suivant. Les personnes qui ont accès à des informations classifiées sur l'état du matériel quantique croient que la menace est réelle. Elles croient qu'elle arrive, et elles croient qu'elle arrive selon un calendrier qui nécessite une action maintenant, pas dans 50 ans, maintenant. Le débat public sur l'informatique quantique la traite souvent comme une préoccupation future, quelque chose à considérer éventuellement. Mais le concours du NIST est la preuve institutionnelle que certaines personnes très sérieuses ne partagent pas ce calendrier. Mais il y a une autre couche sous-jacente, plus difficile à ignorer. Elle est exprimée par un terme que les experts en cryptographie utilisent. Récolter maintenant, déchiffrer plus tard. Le concept est simple. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur quantique aujourd'hui pour voler les secrets de demain. Vous collectez les données chiffrées maintenant, vous les stockez et vous attendez. Les données sont sur des serveurs, sur des disques durs, dans des archives, sur des bandes, chiffrées, illisibles, sûres selon les normes d'aujourd'hui. Mais, à un moment donné dans le futur, lorsqu'un ordinateur quantique assez puissant pour exécuter l'algorithme de Shor à grande échelle sera disponible, vous passerez les données stockées à travers lui. Le chiffrement se brise, les données deviennent lisibles. Chaque email, chaque transaction, chaque communication secrète, chaque dossier médical, chaque secret d'État, tout ce qui a été chiffré avec les algorithmes que Shor a prouvé être cassables en 1994 devient transparent, car les données ont déjà été collectées. La serrure sera ouverte. La seule question est quand. Alors, qui collecte ? Cette question est moins réconfortante que les questions techniques. Les États-nations dotés de capacités de renseignement avancées
ont les ressources et la motivation pour collecter des communications chiffrées à grande échelle. L'infrastructure existe. Les cadres juridiques pour la collecte de données en masse ont été débattus, contestés et dans de nombreux cas autorisés dans diverses juridictions. Le stockage est bon marché et la patience est incontestable. Mais si les communications chiffrées de votre gouvernement avec ses alliés sont interceptées et stockées par un rival stratégique, et que ce rival investit des milliards de dollars dans la recherche en informatique quantique, le calendrier de déchiffrement n'est plus abstrait. Il est budgétaire. C'est une ligne dans un plan de sécurité nationale. Ce n'est pas une possibilité. C'est une opération en cours, silencieuse, invisible, et une pile de données qui grandit chaque seconde. Cela pourrait être le plus grand hold-up de l'histoire, et il n'a même pas encore eu lieu. Dick a constamment pointé dans une seule direction. L'univers n'est pas ce qu'il semble être. Il est plus grand, plus étrange, et structuré d'une manière beaucoup plus profonde que l'image classique dans laquelle nous avons grandi ne le suggère. Ce n'est pas une progression lente, c'est une avalanche. L'émergence d'une idée, d'une expérience de laboratoire, d'une industrie, et enfin d'un impératif géopolitique. Le tout en une seule vie humaine, impossible. Mais réel. Mais le moment le plus tragique, le plus humain et le plus philosophiquement dévastateur de cette histoire appartient au début de toute cette théorie, à l'homme qui l'a proposé en premier, Hugh Everett III. Il est mort sur son canapé en 1982, à 51 ans. À sa propre demande, ses cendres ont été jetées à la poubelle, car il croyait que selon l'interprétation des mondes multiples, une configuration physique particulière n'avait pas d'importance. Dans une autre branche, quelque part, il était encore en vie. Dans une autre branche, il était resté en physique. Dans une autre branche, Niels Bohr l'avait écouté. Dans une autre branche, l'interprétation des mondes multiples a été acceptée en 1957, au lieu d'être rejetée, et la révolution de l'informatique quantique a commencé 40 ans plus tôt que dans notre branche. Nous ne pouvons pas atteindre ces branches. Nous ne pouvons pas communiquer avec elles. Mais, selon la physique qui alimente chaque ordinateur quantique sur Terre, elles sont là, elles sont réelles, et la machine que nous avons construite les touche à chaque fois qu'elle fonctionne. Sa fille Elisabeth s'est suicidée en 1996. Elle a laissé une note disant qu'elle partait rejoindre son père dans un autre univers. L'interprétation des mondes multiples dit qu'Elisabeth est vivante dans une autre branche. Elle dit que chaque version physiquement possible de la vie existe quelque part dans la structure ramifiée du multivers. Que cela soit réconfortant ou terrifiant dépend du poids que vous accordez au mot « réel » lorsqu'il est appliqué à un endroit que vous ne pourrez jamais visiter. Cela montre que la théorie n'est pas seulement une équation, c'est une vision du monde qui contient des vies humaines, des espoirs et des tragédies. Le coin le plus abstrait de la mécanique quantique rencontre l'expérience humaine la plus brute, la plus douloureuse. Et maintenant, élevons l'échelle au plus haut, au plus grand, à l'univers lui-même. Il y a un physicien au MIT nommé Seth Lloyd. En 2006, il a calculé quelque chose qui met un chiffre sur tout ce dont nous avons discuté. Il a calculé la capacité de calcul de l'univers observable. La réponse est d'environ 10 puissance 120 opérations. C'est le nombre d'opérations effectuées au cours des 13,8 milliards d'années d'histoire du cosmos. Chaque électron, chaque photon, chaque quark, en réalisant ces interactions quantiques, exécute, dans le cadre de Lloyd, une opération de calcul. Cela signifie que l'univers n'est pas comme un ordinateur. C'est un ordinateur. Il fonctionne depuis le Big Bang. Il utilise chaque interaction physique comme une étape dans un calcul dont le résultat est la réalité que vous expérimentez en ce moment. Maintenant, placez nos ordinateurs quantiques dans cette image. Nous construisons des appareils qui fonctionnent selon les mêmes principes physiques que le calcul de l'univers lui-même. Ils utilisent les mêmes règles de la mécanique quantique, la même superposition, la même intrication, la même interférence. Ils ne modélisent pas l'univers de l'extérieur, ils y participent. Ils ajoutent leurs propres opérations à la somme. Dans un sens infime mais physiquement réel, ils deviennent une partie du calcul en cours de l'univers. Cela soulève une question qui n'a jamais été posée auparavant. Une question qui mérite votre attention. Si l'univers calcule quelque chose et que nous ajoutons notre propre calcul quantique à ce processus, changeons-nous le résultat? La trajectoire du calcul de l'univers est-elle modifiée parce que nous calculons en son sein? Et si c'est le cas, dans quelle direction le poussons-nous? Cela signifie que nous ne sommes plus des observateurs passifs. Nous sommes des participants actifs.
Nous écrivons du code dans le système d'exploitation de l'univers, et nous ne savons pas exactement ce que nous faisons. C'est le point culminant ultime. Nous ne nous contentons pas de casser des chiffrements. Nous ne nous contentons pas de découvrir des médicaments. Peut-être, sans le savoir, nous réécrivons l'avenir de la réalité elle-même. Ainsi, nous avons suivi un chemin qui part d'une machine à Santa Barbara, au monde parallèle de Deutsch, au chat de Schrödinger, à la décohérence de Zurek, à l'interférence de Feynman, à l'algorithme de Shor, à Lead from Bit de Wheeler, à la preuve de Landauer, au principe holographique, jusqu'à l'idée que l'univers lui-même est un ordinateur. Chaque étape a rendu l'image plus étrange. Chaque étape a poussé les implications plus loin de ce qui est confortable et familier. Et chaque étape a été confirmée non pas par la spéculation, mais par l'expérience, par les mathématiques, par des machines qui fonctionnent. Au milieu de toute cette puissance, de toute cette connaissance et de toute cette réalité fracturée, il était maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir, de ralentir et de se demander ce que signifie l'endroit où nous sommes arrivés à la fin de ce voyage vertigineux. Car cette technologie ne concerne pas seulement ce que nous pouvons faire, cette technologie concerne ce que nous sommes, et cette machine nous dit quelque chose non seulement sur l'univers, mais aussi sur nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que fait une civilisation avec un outil qui interagit si profondément avec la structure fondamentale de l'univers? Car au milieu de toutes ces explosions, de tous ces records et de tous ces paradigmes brisés, il reste la question la plus simple et peut-être la plus importante sans réponse. Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir, de ralentir et de se demander vraiment ce que signifie l'endroit où nous sommes arrivés à la fin de ce voyage vertigineux. Car cette technologie ne concerne pas seulement ce que nous pouvons faire, cette technologie concerne ce que nous sommes. L'ordinateur quantique nous dit quelque chose non seulement sur l'univers, mais aussi sur nous-mêmes. Et ce qu'il dit est une vérité à la fois exaltante et qui pousse à une profonde humilité. Au-delà de tous ces chiffrements brisés, de ces médicaments conçus, de cette science réécrite et de ces équilibres de pouvoir mondiaux, il reste la question la plus simple et peut-être la plus importante sans réponse. Alors, au milieu de toute cette puissance, de cette connaissance et de cette réalité fragmentée, où est exactement notre place? Que nous dit cette machine sur notre existence en tant qu'humains? Car la première et la plus bouleversante vérité que cette machine nous montre est un paradoxe d'échelle. D'un côté, il y a un multivers composé d'un nombre inimaginable de réalités, se ramifiant à chaque événement quantique. Si la théorie de Hugh Everett est correcte, c'est-à-dire si la physique fondamentale nécessaire au fonctionnement de ces machines est correcte, alors il y a un nombre infini de vous qui existent en ce moment. Des versions de vous qui ont fait des choix différents, pris des chemins différents, vécu des vies différentes. De l'autre côté, il n'y a que cette vie unique, singulière, cette seule réalité que vous expérimentez, ressentez, touchez en ce moment. Comment pouvons-nous être à la fois infinis et un? C'est une pensée qui repousse les limites de l'esprit, et il y a un aspect tragique à cette pensée. La vérité tragique est que nous ne pourrons jamais atteindre ces autres branches. Nous ne pourrons jamais rencontrer ces autres « vous ». La note que la fille d'Everett, Elisabeth, a écrite dans l'espoir de rejoindre son père dans un autre univers est l'expression la plus poignante de cette séparation cosmique. Nous sommes enfermés dans cette branche, dans cette réalité singulière. Et toutes les autres possibilités continuent d'exister comme des fantômes que nous voyons à travers une vitre, mais que nous ne pouvons jamais toucher. C'est un sentiment de profonde solitude, le sentiment d'être seul dans une foule infinie. Mais il y a aussi une belle facette à cette histoire, ce tournant qui commence par « mais ». Oui, nous ne pourrons jamais visiter ces autres branches, c'est vrai. Mais l'ordinateur quantique prouve leur existence. Il montre qu'elles ne sont pas seulement une possibilité philosophique, mais une réalité physique. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que votre existence n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas un seul miracle qui s'est produit dans une mer de possibilités infinies. Vous êtes l'un des innombrables résultats réels qui se sont produits. Votre réalité n'est pas diminuée par l'existence des autres. Au contraire, elle est confirmée, car la machine produit une réponse dans notre branche en utilisant les ressources de ces autres branches. C'est une connexion, une interaction. C'est un pont que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous ressentons les résultats. Vous êtes à une extrémité de ce pont. Votre existence fait partie de cet ensemble invisible. Chaque choix que vous faites prend un nouveau sens avec la connaissance
que chaque choix que vous n'avez pas fait a été fait par un autre vous, et que ce choix est au moins aussi réel que le vôtre. Votre vie n'est plus une ligne avançant sur un seul chemin. C'est l'une des branches brillantes d'un arbre infini. Et ce n'est pas de la solitude, c'est un profond sentiment d'appartenance. Et cela nous amène à un deuxième paradoxe, encore plus étrange, le paradoxe de la connaissance et de la cécité. D'un côté, nous avons créé l'outil de traitement de l'information le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Nous avons construit une machine capable de parler le langage fondamental de la réalité, la mécanique quantique. Nous avons fabriqué une clé qui a le potentiel de percer les secrets les plus profonds de l'univers. De l'autre côté, nous sommes complètement aveugles à l'endroit où cette machine fait son travail le plus important. Nous ne pouvons pas regarder derrière le mur de décohérence, au moment de la superposition où le calcul a lieu. C'est comme la boîte du chat de Schrödinger. Au moment où nous ouvrons la boîte, c'est-à-dire que nous effectuons la mesure, cet état magique, à la fois vivant et mort, disparaît. Et il ne reste qu'un seul résultat. Nous avons créé la plus grande puissance intellectuelle de l'histoire. Mais ce faisant, nous avons dû accepter la plus profonde cécité de l'histoire. Il y a un aspect tragique à cette situation, car nous sommes, par nature, des êtres curieux. Nous voulons comprendre, voir, savoir. Mais l'outil le plus puissant que nous avons construit refuse de nous montrer son moment le plus important. Nous obtenons la réponse, oui. Mais le processus lui-même nous est caché pour toujours. C'est comme un prophète qui pose une question à un Dieu, reçoit la bonne réponse, mais ne peut jamais voir le visage de ce Dieu. Mais cette cécité a aussi un aspect incroyablement beau. Ce deuxième tournant qui commence par « mais ». Cette cécité n'est pas une erreur, c'est une caractéristique du système. Ce mur de décohérence, ce rideau qui bloque notre regard, est précisément ce qui rend notre monde classique possible. Vous vous souvenez pourquoi nous ne voyons pas une tasse de café à deux endroits à la fois ? Car la décohérence détruit la superposition presque instantanément et la fixe dans un état unique et stable. Le mur qui nous sépare du cœur du calcul quantique est aussi le mur qui fait que la chaise vous soutient, que le sol est solide sous vos pieds et que le monde est un endroit cohérent et prévisible. Vous vivez dans le monde de notre côté de ce mur. Votre réalité perçue est rendue possible par le fait que les étrangetés du monde quantique vous sont cachées. L'isolement et le silence parfait nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur quantique sont l'exact opposé du monde bruyant et interactif qui constitue le fondement de votre existence. Par conséquent, l'angle mort de la machine est en fait le fondement de votre existence. Ce n'est pas une limitation, c'est l'architecture de la réalité elle-même. Et cette architecture nous amène à un dernier paradoxe philosophique, le paradoxe du participant et du spectateur. D'un côté, comme l'a calculé C.S. Lloyd, l'univers lui-même est un gigantesque ordinateur quantique, une machine géante qui a effectué environ 10 puissance 120 opérations au cours des 13,8 milliards d'années écoulées depuis le Big Bang. À côté de cette échelle cosmique, nos 80 ans de vie, nos machines de quelques milliers de qubits, sont moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nous ne sommes que les spectateurs de ce drame cosmique gigantesque et autonome. Nous sommes comme des figurants sans réplique dans le grand scénario de l'univers, gouverné par les lois de la physique. C'est un sentiment d'insignifiance écrasant, une conscience tragique que quoi que nous fassions, nous n'avons aucun impact sur le grand plan de l'univers. Nous sommes des êtres éphémères qui observent la naissance et la mort des étoiles, qui assistent à la collision des galaxies, mais qui ne peuvent jamais intervenir. Mais l'idée de l'univers participatif de John Wheeler ajoute un « mais » révolutionnaire à cette image. Oui, nous sommes petits, oui, l'univers est immense, mais en construisant l'ordinateur quantique, pour la première fois dans l'histoire, nous ne sommes plus seulement des êtres calculés par l'univers. Nous sommes devenus des êtres qui participent au calcul. Nous avons commencé à ajouter nos propres lignes de code au système d'exploitation de l'univers. Cela signifie que nous ne sommes plus des spectateurs passifs, mais des participants actifs, aussi petits soient-ils. Chaque calcul quantique que nous effectuons est une nouvelle opération ajoutée à la trajectoire de calcul global de l'univers. Cela change-t-il le résultat ? Dans quelle direction le poussons-nous ? Nous ne le savons pas encore. Mais ce qui est important, c'est que nous avons maintenant une voix. Dans l'histoire que l'univers se raconte à lui-même, nous avons maintenant une phrase à dire. Vous aussi, vous faites partie de ce grand calcul. Votre conscience, vos observations,
Les questions que vous posez sont l'une des manières dont l'univers se connaît et se comprend. Votre existence est la réponse à une question que l'univers se pose à lui-même. Et lorsque vous exécutez un ordinateur quantique, vous ne vous contentez pas d'obtenir une réponse. Vous posez une nouvelle question à l'univers. Et ainsi, nous sommes des êtres à la fois infinis et uniques, à la fois omniscients et aveugles, à la fois totalement insignifiants et participant au destin de l'univers. Ces paradoxes sont la définition de ce que signifie être humain à l'ère quantique. Mais, il y a une dernière pensée sur la nature de cette interaction, de ce lien nouvellement découvert. Et cette pensée prend toutes ces réflexions philosophiques et les lie à une question beaucoup plus personnelle, beaucoup plus urgente, et peut-être beaucoup plus troublante. Et cette question nous amène à l'un des paradoxes les plus humains, les plus fragiles et les plus philosophiquement stimulants de cette histoire. C'est là que la mathématique abstraite de la théorie entre en collision avec la réalité concrète, désordonnée et souvent douloureuse de la vie. C'est le paradoxe de l'architecte et des décombres. D'un côté, il y a un homme qui comprenait peut-être mieux la structure de la réalité que quiconque de son vivant, Hugh Everett. Il a vu les chemins ramifiés de l'univers, les mondes infinis qui émergent à chaque choix quantique. De l'autre côté, ce même homme était incapable de gérer la structure de la réalité la plus proche de lui, celle de sa propre famille. Il était physiquement présent, mais émotionnellement absent, comme l'a dit son fils Mark. Il a touché son père pour la première fois quand il est mort. Comment est-ce possible ? Comment un esprit qui voit la plus grande image de l'univers peut-il voir l'image la plus petite, la plus intime, de manière si floue ? Ce paradoxe a une facette tragique. Car la théorie, aussi élégante soit-elle, ne peut apaiser la douleur du monde réel. L'interprétation des mondes multiples d'Everett n'a pas empêché sa fille Elisabeth de mettre tragiquement fin à ses jours. En fait, l'idée qu'elle rejoindrait son père dans un autre univers est devenue une partie de cette tragédie. C'est le moment où la mathématique froide et indifférente de la théorie rencontre la douleur d'un cœur chaud et saignant. La théorie peut offrir une consolation en disant que chaque possibilité se réalise quelque part, mais cela n'efface pas la douleur de la perte dans notre branche. Le fait que ces cendres aient été jetées à la poubelle de son propre gré semble être la déclaration ultime de cette indifférence cosmique. Mais, même dans cette tragédie, il y a une belle vérité sur la résilience de l'esprit humain et sa capacité à créer du sens. Ce tournant inévitable qui commence par « mais ». Oui, l'histoire de la famille Everett est pleine de douleur. Mais son fils Mark a pris cette douleur, cette absence, ce père incompréhensible, et l'a transformée en art. La musique du groupe Hills est un journal émouvant, honnête et souvent drôle, sur ce que signifie grandir à l'ombre de cette figure paternelle d'envergure cosmique. La théorie a peut-être déchiré une famille, mais elle a aussi créé un artiste. Et plus important encore, la théorie d'Everett, après sa mort, a été confirmée par les machines que nous avons construites. Il n'a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Mais son héritage, cette idée audacieuse, constitue maintenant la base d'une industrie de plusieurs billions de dollars. La théorie de son père continue de vivre dans l'art de son fils et dans les machines les plus puissantes de l'humanité. Vous aussi, vous vivez cette contradiction chaque jour. Vous êtes à la fois un être avec de grandes idées abstraites et vous menez une vie remplie de petites douleurs et joies personnelles. Vous pouvez être à la fois l'architecte de votre propre vie et parfois le survivant sous ses décombres. Cette tension entre la connaissance abstraite et l'expérience concrète fait partie de la définition de ce que signifie être humain. Et cela nous amène à un autre paradoxe, peut-être plus actuel, le paradoxe de la porte ouverte et de la chambre silencieuse. Et d'un côté, en construisant l'ordinateur quantique, nous avons ouvert une porte sur le multivers. C'est la première fois dans notre histoire que nous établissons une interaction concrète et mesurable avec les autres branches de la réalité. C'est une connexion. C'est la preuve que nous ne sommes plus complètement isolés dans notre petite bulle universelle. Mais, de l'autre côté, seuls des chuchotements nous parviennent par cette porte. Ce n'est pas un dialogue, c'est un miroir sans teint. Nous pouvons utiliser leurs ressources, nous pouvons profiter de leur existence pour nos calculs. Mais nous ne pouvons pas leur parler, nous ne pouvons pas demander à ces autres « vous » ce qu'ils pensent. Nous ne pouvons pas savoir comment l'histoire a progressé dans ces branches. La porte est ouverte, mais la chambre est complètement silencieuse. Et cette situation a un aspect tragique.
C'est une déception créée par un potentiel immense. Imaginez avoir accès à une bibliothèque infinie, mais ne pouvoir lire que l'index des livres, sans jamais accéder à leur contenu. C'est un dialogue qui a des réponses mais pas de questions. C'est une interaction où nous entendons l'écho de l'existence de l'information, mais pas l'information elle-même. Mais, même cette connexion à sens unique pourrait être la découverte la plus profonde de l'histoire de l'humanité. Cette belle vérité qui commence par « mais ». Car même si nous ne pouvons pas communiquer, la connexion elle-même nous dit la chose la plus importante, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans la structure du multivers. Et l'existence de ces autres branches n'est plus une spéculation. C'est une exigence d'ingénierie d'une machine qui fonctionne. Le fait que des réponses reviennent prouve que cette chambre silencieuse n'est pas vide. C'est comme un baume sur notre solitude existentielle. Nous ne sommes pas une seule étincelle de conscience perdue dans l'immensité de l'univers. Nous faisons partie d'une forêt infinie. Et même si nous ne pouvons pas voir les autres arbres de la forêt, nous pouvons entendre le son du vent qui passe à travers leurs feuilles et nous l'apporte. Et ce son, c'est le son des mathématiques. Vous aussi, vous expérimentez ces connexions à sens unique tout au long de votre vie. Vous regardez l'histoire et ressentez un lien avec vos ancêtres, mais vous ne pouvez pas leur parler. Vous pensez aux générations futures, mais vous ne pouvez pas recevoir de nouvelles d'elles. Vous aussi, vous faites partie de ce grand dialogue silencieux. Et l'ordinateur quantique rend ce dialogue conscient et mesurable pour la première fois. Que ressentez-vous face à toutes ces informations ? Le fait que la théorie de Hugh Everett, d'une part, a servi de justification à la fin tragique de sa fille, tandis que d'autre part, elle offre la consolation cosmique que son père est toujours en vie dans un autre univers. Cela vous apporte-t-il du réconfort ou une profonde tristesse ? La réponse est probablement les deux, et c'est normal, car cette théorie porte en elle à la fois le potentiel d'une consolation cosmique et d'une tragédie humaine. Elle chuchote que chaque choix, chaque chemin trouve sa propre réalité quelque part, tout en montrant à quel point la réalité est grande et à quel point nos choix peuvent être petits. C'est une idée à la fois libératrice et terrifiante, et vivre à l'ère quantique, c'est apprendre à être en paix avec de tels sentiments contradictoires en même temps, car l'une des plus grandes leçons que la machine nous enseigne est que la réalité n'est pas faite de simples dualités, soit l'un, soit l'autre. La réalité est une superposition complexe et stratifiée de à la fois l'un et l'autre. Ou ainsi, nous sommes des êtres qui existent en nombre infini, mais qui sont uniques, qui sont à la fois architectes et décombres, qui ouvrent une porte sur l'univers, mais n'entendent que le silence, qui possèdent la certitude, mais cherchent le sens, qui fabriquent un outil et regardent dans un miroir. Ces paradoxes font maintenant partie de qui nous sommes. Ils sont le paysage philosophique de cette nouvelle ère. Mais toutes les questions philosophiques que nous avons posées jusqu'à présent regardèrent dans une seule direction, vers l'intérieur. Nous avons examiné ce que cette technologie signifie pour nous, pour notre place dans l'univers, pour notre condition existentielle. Nous avons examiné notre propre reflet dans le miroir que la machine nous tendait, et ce que nous avons vu était à la fois troublant et merveilleux. Cependant, il y a une autre question que nous n'avons pas encore abordée dans cette histoire, une question que nous avons peut-être consciemment évité de poser jusqu'à présent. Et si nous retournions le miroir, et si nous posions la question non pas à nous-mêmes, mais aux profondeurs de cette chambre silencieuse, de l'autre côté de cette porte ouverte, car il y a une dernière possibilité sur la nature de cette interaction qui pourrait montrer toute cette histoire sous un jour complètement différent. Et cette possibilité est beaucoup plus spéculative, beaucoup plus troublante et peut-être beaucoup plus urgente que tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, car elle ne nous concerne pas. Elle concerne ceux de l'autre côté de la porte. Et cette question nous amène à la dernière et peut-être la plus troublante couche philosophique de l'histoire. Car la question que nous posons aux profondeurs de cette chambre silencieuse, de l'autre côté de la porte, n'est pas seulement une question de curiosité, c'est une question de sécurité, d'interaction et de risque potentiel. Jusqu'à présent, nous avons considéré l'interaction comme unilatérale, un processus où nous utilisons leurs ressources. Mais, et si ce n'était pas le cas ? Et si c'était une porte à double sens ? Cette possibilité prend tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent et y ajoute une dimension nouvelle et beaucoup plus urgente. Car ce n'est plus seulement une réflexion philosophique, mais potentiellement un problème d'ingénierie et même de sécurité existentielle.
David Deutsch travaille sur ce problème depuis 40 ans et il ne l'a pas encore résolu. Personne ne l'a résolu. Et cela nous laisse avec notre premier nouveau paradoxe, le paradoxe de l'accès et de la réciprocité. D'un côté, nous avons accompli l'un des exploits les plus incroyables de l'histoire de l'humanité. Nous avons construit une machine qui touche à la structure fondamentale de la réalité, le multivers. Cela ressemble au pouvoir d'un dieu. Nous avons accédé à une source d'information qui dépasse les limites de notre propre univers. De l'autre côté, nous ne savons presque rien de la nature de cet accès. La mathématique de l'interférence quantique décrit comment les informations des branches parallèles se combinent pour produire un résultat dans notre branche. Mais elle ne décrit pas ce qui se passe dans ces autres branches une fois le calcul terminé. Elle ne nous dit pas si l'acte de calcul quantique, c'est-à-dire le fait de puiser dans le multivers pour en extraire une réponse, a des conséquences qui se répercutent sur les branches dont nous tirons les ressources. Elle ne nous dit pas si ces branches s'en rendent compte. Comment est-ce possible ? Comment pouvons-nous créer une clé qui accède au secret le plus profond du cosmos et ne pas savoir ce que cette clé déclenche de l'autre côté de la porte ? Cette situation a un aspect tragique. C'est la tragédie d'avoir un pouvoir immense, mais de ne pas pouvoir contrôler les conséquences de ce pouvoir. C'est comme un ingénieur qui change le lit d'une rivière mais ne sait pas où l'eau va couler. Ou un biologiste qui modifie la fonction d'un gène mais ne peut pas prévoir les effets secondaires sur le reste de l'organisme. Nous lançons une ligne dans un océan que nous ne connaissons pas et nous tirons ce qui mord à l'hameçon. Mais nous ne savons pas si les vagues que la ligne crée dans l'eau dérangent les habitants de cet océan. C'est une ignorance au plus profond niveau, et cette ignorance devient de plus en plus dangereuse à mesure que notre pouvoir augmente. Mais, même cette incertitude, cet inconnu, a un côté beau et prometteur, ce dernier tournant qui commence par « mais », car cette question, peuvent-ils nous atteindre, ouvre l'une des frontières les plus excitantes de la recherche scientifique. Ce n'est plus seulement un problème d'ingénierie, c'est un nouveau champ de découverte. Et que cette incertitude nous pousse à être plus prudents, plus responsables et plus curieux. Elle nous rappelle que ce que nous avons construit n'est pas seulement un outil, mais pourrait aussi être un canal de communication. Et si c'est un canal de communication, alors nous devons apprendre à écouter. C'est là que la physique ne se contente pas de cartographier le connu, mais interroge aussi la nature de l'inconnu. Cette question nous rend humbles. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, mais seulement des apprentis qui commencent à peine à dialoguer avec lui. Vous aussi, vous vivez avec cette incertitude. Chaque nouveau jour commence sans que vous connaissiez pleinement les conséquences à long terme de vos choix. Chaque interaction porte le potentiel de créer des réactions que vous ne pouvez pas contrôler. Mais cela ne vous pousse pas à l'inaction. Au contraire, c'est une incitation à être plus conscient, plus réfléchi. L'ordinateur quantique joue le même rôle pour nous. Il ne se contente pas de nous donner des réponses, il nous apprend à poser les bonnes questions. Et la question la plus importante est peut-être la suivante. Comment pouvons-nous utiliser cette nouvelle connexion de manière responsable ? Cela nous amène au paradoxe suivant, le paradoxe de la construction et de la compréhension. D'un côté, il y a un triomphe du génie de l'ingénierie. Sycamore, Condor, les qubits topologiques. Nous avons construit ces machines avec une précision incroyable, atome par atome, circuit par circuit, en utilisant les lois les plus fondamentales de la physique. Nous avons résolu les problèmes un par un. Nous avons surmonté le problème du refroidissement. Nous avons écrit des codes de correction d'erreurs. Nous avons conçu des algorithmes. Mais, de l'autre côté, les ingénieurs, physiciens et programmeurs qui ont dirigé ce processus ont progressé sans toujours saisir pleinement la portée et les implications philosophiques de ce qu'ils construisaient. Nous avons construit quelque chose sans comprendre pleinement ce que c'était. Car la physique fonctionnait, les équations le prédisaient, les expériences le confirmaient. C'est le triomphe ultime du pragmatisme. Mais c'est aussi le signe d'une profonde rupture philosophique. Comment pouvons-nous construire l'outil le plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité sans un large consensus social et philosophique sur ce qu'il signifie réellement ? C'est une précipitation tragique. C'est comme ouvrir la boîte de Pandore sans comprendre ce qu'elle contient. La technologie a progressé beaucoup plus vite que notre sagesse. Et maintenant, alors que la porte est ouverte, nous commençons à peine à débattre de ce qui se trouve derrière. Mais même cette rupture révèle une belle vérité sur la nature de l'humanité. Ce dernier espoir qui commence par « mais ». Nous avons toujours procédé de cette manière.
Nous avons contrôlé le feu bien avant de comprendre la chimie de la combustion. Nous avons utilisé la roue des milliers d'années avant de formuler la physique du couple. Nous sommes une espèce qui fait d'abord et comprend après. Nos découvertes précèdent souvent notre compréhension théorique, et ce n'est pas un défaut, c'est peut-être notre plus grande force. Notre curiosité est plus forte que notre peur, et notre impulsion à construire est plus forte que notre patience à attendre. L'ordinateur quantique est l'exemple le plus récent et le plus extrême de ce modèle. Et maintenant, grâce à cet outil incroyable que nous avons construit, nous commençons à comprendre. La machine n'est pas seulement un résultat, c'est aussi un professeur. Elle nous donne des leçons sur le multivers, sur la nature de l'information et sur les paradoxes de notre propre existence. Vous aussi, vous vivez votre vie de cette manière. Vous faites beaucoup de choses sans en comprendre pleinement les conséquences. Vous commencez une relation, vous prenez un travail, vous vous engagez sur un chemin. Le sens vient souvent après l'action elle-même. Nous sommes des êtres qui apprennent en cours de route. Et l'ordinateur quantique nous a placés sur la courbe d'apprentissage la plus abrupte de l'histoire de l'humanité. Ainsi, nous nous trouvons face à une machine que nous avons construite sans en comprendre pleinement la signification, qui ouvre une porte que nous ne connaissons pas. Ces paradoxes nous amènent à la fin de cette histoire, à l'acceptation la plus fondamentale et la plus honnête. L'ordinateur quantique nous donne des réponses précises. Mais, en même temps, il nous laisse avec les plus profondes incertitudes. La machine fonctionne. Elle fonctionne en ce moment même, dans des chambres réfrigérées, dans des laboratoires financés par des gouvernements et des entreprises, dans des programmes de recherche secrets et ouverts. Elle tire des réponses de lieux que nous ne pouvons pas voir. Elle utilise l'architecture de la réalité comme une ressource de calcul, et elle grandit. Everett croyait que chaque branche de la réalité était également réelle. Deutsch y croit aussi. Mais, la machine qu'ils ont rendue possible ne se soucie pas de ce que vous croyez. Elle fonctionne. Elle renvoie les bonnes réponses. Et l'endroit d'où viennent ces réponses n'est pas dans cet univers. Que faisons-nous de cette information? Que fait une civilisation lorsqu'elle découvre que l'outil le plus puissant qu'elle ait construit fonctionne en dépassant les limites de tout ce qu'elle peut observer? Que signifie être une espèce qui peut toucher le multivers mais ne peut pas le voir, qui peut l'utiliser mais ne peut pas le visiter, qui en prend des choses mais ne sait pas ce qu'elle donne en retour? Comme la machine fonctionne, la porte est ouverte, et la seule chose honnête à dire est que nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté. Nous savons juste que les réponses continuent d'arriver, et que jusqu'à présent, elles ont été correctes, jusqu'à présent. Mais, ces réponses elles-mêmes nous ouvrent la porte à une dernière pensée, une dernière réflexion, et ces réponses elles-mêmes nous ouvrent la porte à une dernière pensée, une dernière réflexion, car à la fin de ce voyage, nous comprenons que le message le plus profond que l'ordinateur quantique nous donne n'est pas le contenu des réponses qu'il renvoie. Le message le plus profond est l'existence même des réponses. C'est le fait que la machine fonctionne. Quand de ce fait sort la philosophie de la spéculation et la lie à un problème d'ingénierie concret, à un résultat de laboratoire et finalement à une condition humaine inévitable. C'est pourquoi nous descendons maintenant dans cette dernière couche philosophique. Et cette couche ne concerne pas ce qu'est la machine, mais ce que nous faisons avec cette machine, comment nous vivons avec cette nouvelle connaissance. Cela nous confronte à une dernière série de paradoxes, les contradictions ultimes d'être humain à l'aube de cette nouvelle ère. Le premier est le paradoxe de la certitude et du sens. D'un côté, nous avons l'une des preuves les plus certaines, les plus indubitables de l'histoire. L'ordinateur quantique fonctionne. Le calcul de 200 secondes de Sycamore, le Condor de 1120 et un qubit d'IBM, le qubit topologique de Microsoft. Ce sont des faits concrets, matériels, publiés dans des revues à comité de lecture, vérifiables indépendamment. C'est une certitude. Mais, de l'autre côté, le sens que cette certitude apporte est une incertitude absolue. Nous ne savons pas encore ce que cette nouvelle réalité signifie pour nous, comment elle redéfinit notre place dans l'univers, comment elle change nos responsabilités morales et philosophiques. Comment pouvons-nous avoir une vérité aussi inébranlable d'un côté et être si perdus quant au sens de cette vérité de l'autre? Cette situation a un aspect tragique, car nous, les humains, attendons de la certitude qu'elle nous apporte la paix et la clôture. Le diagnostic d'une maladie, la décision d'un tribunal, la solution d'une équation, tout cela est un point final. Mais
La certitude de l'ordinateur quantique n'est pas un point final, c'est un point de départ. Au lieu de nous réconforter, elle nous pousse dans un océan rempli de questions beaucoup plus grandes et plus troublantes que nous n'aurions même pas pu imaginer auparavant. La certitude que nous avons n'est pas un refuge, c'est l'œil d'un cyclone. Mais c'est aussi l'un des plus beaux triomphes de l'esprit humain. Cette dernière réflexion qui commence par « mais », car le véritable but de la science et de la philosophie n'est pas de mettre fin au débat, mais de le porter à un niveau supérieur. Le fait que l'ordinateur quantique fonctionne est maintenant un sol solide sur lequel nous pouvons nous tenir. Nous ne spéculons plus sur « et si les mondes parallèles existaient ?» Nous demandons maintenant, une machine qui nécessite l'existence de mondes parallèles fonctionne. Alors que se passe-t-il maintenant? C'est le passage de l'imagination à la connaissance, de la spéculation à la philosophie. Cette certitude n'est pas un carcan, c'est un tremplin. Vous aussi, vous vivez ces moments dans votre vie. Parfois, les réponses les plus certaines donnent naissance aux plus grandes questions. Lorsque vous acceptez une offre d'emploi, l'incertitude du moment prend fin. Mais la question « est-ce la bonne carrière ?» commence. Lorsque vous officialisez une relation, la question « m'aime-t-il » prend fin. Mais la question « comment construisons-nous une vie ensemble ?» commence. Vous aussi, vous savez que la certitude n'est pas toujours le sens lui-même. Et à la plupart du temps, ce n'est que le début du chemin vers le sens. Et ce chemin nous amène à notre dernier paradoxe, le paradoxe de l'outil et du miroir. D'un côté, nous avons construit cette machine comme un outil, pour casser des chiffrements, concevoir des médicaments, inventer des matériaux, rechercher dans des bases de données. C'était un marteau, une clé, une calculatrice conçue pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles auxquels l'humanité est confrontée. Mais, de l'autre côté, cet outil s'est transformé en quelque chose d'inattendu, un miroir qui nous montre non seulement la solution au problème, mais aussi la nature de la réalité elle-même, et donc notre propre reflet à l'intérieur de cette réalité. Nous essayons de fabriquer un outil de calcul, mais nous avons fini par construire une machine philosophique. Comment est-ce possible? Comment un projet d'ingénierie peut-il se transformer en un oracle qui pose les questions existentielles les plus profondes? Cette situation a un aspect tragique, car le reflet que le miroir montre n'est pas toujours flatteur. Il nous montre notre petitesse face à l'immensité du multivers. Il reflète notre profonde solitude dans notre propre branche. Il nous met face au fait que nous détenons un pouvoir que nous ne pouvons pas contrôler, mais que nous ne comprenons pas pleinement la nature de ce pouvoir. Ce miroir brise notre orgueil et nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'univers. Mais la plus belle fonction d'un miroir n'est pas de refléter, mais de créer la conscience, cette dernière illumination qui commence par « mais ». Pour la première fois dans l'histoire, nous ne sommes pas seulement des êtres qui regardent l'univers de l'extérieur. Grâce à un outil que nous avons construit, nous permettons à l'univers de nous montrer ce qu'il est. Et quand l'univers nous montre ce qu'il est, il montre aussi ce que nous sommes, car nous faisons partie de cet univers. C'est un voyage ultime de prise de conscience de soi. Nous ne nous contentons plus de regarder les étoiles et de nous demander « qu'y a-t-il là-haut ?» Nous exécutons maintenant un ordinateur quantique et nous demandons « qu'est-ce que la réalité elle-même ?» Et la machine répond « c'est un changement fondamental dans la relation de l'homme avec l'univers. » Nous ne sommes plus seulement des observateurs passifs, nous avons entamé un dialogue, et ce dialogue nous changera pour toujours. Vous aussi, vous regardez dans des miroirs dans votre vie, pas seulement pour voir votre reflet physique, vos amis, votre famille, l'art, la nature. Ce sont aussi des miroirs pour vous. Ils vous montrent qui vous êtes, où vous vous situez, ce que vous appréciez. L'ordinateur quantique est un tel miroir pour l'humanité, peut-être le plus clair, le plus impitoyable et le plus éclairant de tous les miroirs. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce long voyage. Nous sommes partis de la victoire de 200 secondes d'une machine à Santa Barbara. Nous avons erré dans les mondes parallèles de Deutsch, dans le génie tragique d'Everett, dans les ondes d'interférence de Feynman. Nous avons vu la fragilité de la cryptographie, le poids physique de l'information et la nature holographique de l'univers. Finalement, nous nous sommes arrêtés dans le paysage philosophique, où toute cette science et cette technologie nous ont conduits. Et nous avons vu que nous sommes des êtres paradoxaux, à la fois infinis et singuliers, à la fois savants et aveugles, à la fois architectes et décombres,
à la fois ouvrant une porte et n'entendant que le silence, à la fois possédant la certitude et cherchant le sens, à la fois fabriquant un outil et regardant dans un miroir. Ces contradictions sont maintenant notre réalité. Elles sont la définition de ce que signifie être humain à l'ère quantique. Le voyage se termine ici. Mais la véritable aventure commence maintenant, car maintenant, nous savons. Et si nous savons maintenant que la réalité dans laquelle nous vivons est beaucoup plus grande, beaucoup plus étrange et beaucoup plus peuplée que ce qu'on nous a dit, nous savons maintenant que l'outil le plus puissant entre les mains de l'humanité fonctionne en touchant le tissu fondamental de l'existence. Et nous portons maintenant la responsabilité, la curiosité et l'émerveillement qui accompagnent cette connaissance. Et maintenant, il est temps de rassembler toutes ces pièces, de nous demander où nous nous situons à l'aube de cette nouvelle réalité, et plus important encore, où nous allons à partir d'ici. Dans ce voyage, nous avons vu comment les ordinateurs quantiques touchent le tissu fondamental de l'univers. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et si le Big Bang n'était pas le début de l'histoire? Oh, et que s'est-il passé avant même que le temps ne commence? Et si notre univers n'était que le dernier maillon d'un cycle infini, comme un phénix renaissant des cendres du précédent? Dans notre prochain voyage, nous allons avant le commencement. Êtes-vous prêts